mu, delta et kappa. Pour comprendre si l'un d'entre eux était responsable de la dépendance, elle a supprimé les gènes qui fabriquent chacun de ces récepteurs chez des souris. Des souris génétiquement modifiées qu'on appelle des souris knockout. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que quand il n'y a plus de récepteurs mu, la morphine n'est plus analgésique, n'est plus addictive, ne provoque plus de dépression respiratoire. On a testé tous les effets biologiques de la morphine, il ne se passait plus rien. Par contre, la morphine marchait toujours très bien chez les souris qui n'avaient plus de récepteurs delta ou kappa. C'était donc la démonstration par A plus B que c'est bien le récepteur mu qui médie toutes les actions de la morphine. Et c'était aussi la démonstration qu'on ne pouvait pas dissocier les effets analgésiques des effets addictifs sur deux récepteurs différents. Donc ça, du point de vue de stratégie thérapeutique ou de design de nouveaux médicaments, il est clair que si on essaye de mettre au point un activateur de mu, on va forcément avoir un analgésique addictif. Tous les antidouleurs qui imitent l'action de la morphine dans le cerveau entraîneront forcément une dépendance. Quand la drogue prend d'assaut le cerveau et la vie d'une personne, c'est tout un engrenage qui se met en route. Un mécanisme qui est biologique, mais aussi psychologique. Il y a une énorme différence entre la dépendance, au sens de besoin physiologique d'avoir une substance, et l'addiction, au sens plein, qui est le fait que pour un sujet, à un moment donné, la substance est devenue le centre de son existence. Dans la dépendance physiologique, on va avoir le même genre de dépendance que celle d'un diabétique par rapport à l'insuline, de celle qu'on peut tous avoir par rapport aux aliments, à l'eau, etc. C'est-à-dire une forme de dépendance très contraignante physiologiquement, mais psychologiquement neutre. On peut prendre son insuline tous les jours sans se vivre en permanence comme un diabétique. On peut être médecin, professeur, père de famille, mère de famille et diabétique. Un héroïnomane, lui, se réveille héroïnomane et il ne peut pas être autre chose parce que la contrainte psychologique et la contrainte sociale liée à l'acquisition de l'héroïne est beaucoup trop forte. Une des hypothèses générales pour expliquer cette prise de substance, c'est l'hypothèse de l'automédication. On a des sujets qui ont des problèmes, qui ont vécu des choses dramatiques dans leur enfance, qui ont des failles narcissiques énormes, qui ont vécu ce qu'Olivenstein appelait le miroir brisé, souvent des traumatismes importants de l'enfance ou du début de l'adolescence, et qui vont trouver dans l'héroïne à la fois une source de plaisir et un formidable médicament pour tout leur mal-être existentiel. Dans un second temps, ce médicament et cette source de plaisir deviennent uniquement source de dépendance. Ce qui était au début une rencontre, comme un coup de foudre, entre une personne, un contexte et un produit, devient purement, entre le produit et le corps du sujet, l'instauration d'un processus biologique de dépendance. Le mot lui-même, addiction, a une étymologie tout à fait intéressante qui avait été soulignée par le psychanalyste Jean Bergeret. Addictus, en latin, voulait dire esclave pour dette. Ce serait une façon qu'auraient certains sujets de mettre leur corps en gage pour payer une dette contractée dans leur histoire, dans leur enfance, et jusque-là impayée. Une manière de se rendre soi-même esclave pour dette. Ironically, the only relief from his demons is through the very poison that originally hooked him. The same heroin that will bind him ever more tightly to his living hell. But the blessed temporary delivery is not given through any noble, charitable motives. It's just the final step in Pete's carefully laid plan. He's made another junkie and another source of money. Quelle que soit la drogue,
les mécanismes de la dépendance sont loin d'être éclaircis. Le chercheur Pier Vincenzo Piazza a voulu comprendre si chacun d'entre nous pouvait déraper dans l'addiction, ou si la toxicomanie était une vraie maladie. Aujourd'hui, les toxicomanes, de plus en plus, mais dans notre société, il est encore considéré quelque chose entre les méchants et les malades. Hein? Donc je trouve que socialement, c'est extrêmement important de pouvoir répondre à la question, est-ce qu'il y a une différence entre un déprimé qui, au cours d'un délire dépressif, tue 15 personnes, elle va à l'hôpital psychiatrique, et un toxicomane qui vole 2 jupes et 500 €, elle va direct en prison. Est-ce que la toxicomanie, c'est une pathologie ou pas? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, une façon, c'est de se dire, est-ce que la toxicomanie existe chez l'animal? Parce que si la toxicomanie existe chez l'animal, ça veut dire que ces comportements pathologiques peuvent exister en dehors de tout contexte social, en dehors de toute spécificité d'une espèce. Donc, ce n'est pas un vice, probablement, mais c'est quelque chose d'autre. C'est une véritable pathologie du comportement. En 2004, l'équipe du docteur Piazza a mis en place un dispositif d'expérience pour savoir si les rats sont tous égaux devant la drogue. Chez l'homme, vous ne pouvez pas prendre 300 sujets, les enfermer par exemple à Carcassonne, lui donner un accès libre à la drogue, voir qui devient toxicomane ou pas. Chez l'animal, vous pouvez, en revanche, chez une population homogène de rats, lui donner un accès similaire à la drogue et voir qui apprend à s'auto-administrer la drogue ou pas. Le docteur Piazza a donc adapté les critères les plus déterminants de la toxicomanie à des rats de laboratoire. Pour cela, il s'est appuyé sur le livre de référence des psychiatres, le DSM-4, un manuel de diagnostic des troubles mentaux. Le premier critère de l'addiction, c'est que le toxicomane consacre beaucoup de temps à rechercher sa drogue et n'arrive pas à limiter ses prises. Les chercheurs ont donc appris aux rats qu'ils ne pouvaient obtenir de la drogue que pendant certaines périodes de la journée. Quand la drogue n'est plus disponible, un rat normal arrête vite de réclamer sa dose. Le rat toxicomane, lui, continue bien en tête à réclamer. Il n'arrive pas à s'arrêter. Le deuxième critère, c'est le degré de motivation. Le toxicomane est prêt à fournir des efforts démesurés pour obtenir sa drogue. Les chercheurs obligent donc les rats à demander de plus en plus. 800, 1000 et même jusqu'à 2000 fois pour obtenir une seule dose. Après une centaine de demandes, le rat normal décide que trop, c'est trop. Mais rien n'arrête le rat toxicomane, qui est prêt à aller jusqu'au bout de ses forces pour obtenir sa ration. Enfin, troisième et dernier critère, le toxicomane continue à se droguer, même s'il a conscience des conséquences néfastes. S'il réclame une dose, les rats reçoivent maintenant un léger choc électrique. Le rat normal n'est pas prêt à payer de sa petite personne pour la drogue. Il arrête immédiatement. Stoïque et déterminé, le rat toxicomane endure les chocs électriques. Conclusion de l'expérience, les rats ne sont pas égaux devant la drogue. Certains deviennent toxicomanes, d'autres pas. La chose intéressante, c'est qu'on va les retrouver dans un pourcentage de sujets qui est très similaire au pourcentage de sujets qu'on retrouve chez l'homme. Donc chez l'homme, on dit entre usagers et toxicomanes, c'est selon les drogues entre 10 et 20%. Et chez l'animal, ce que nous avons retrouvé, c'est 17% de la population qui montre ces critères de toxicomanie. This man came to Switzerland when he was 44. This one at age 16. This one at 37. And this one at 63. This one left it when he was just 18. On est réellement dépendant quand on se rend compte soi-même que c'est un problème, quand ça devient une cause de souffrance, qu'on veut réduire sa consommation ou qu'on veut l'arrêter et qu'on n'y arrive pas. C'est ce fait de vouloir arrêter
et de ne pas y arriver, qui est le vrai critère absolu de la dépendance. Cette énigme de la dépendance, on la retrouve aussi avec certains médicaments. Des traitements qui apaisent l'angoisse, mais d'une façon bien moins radicale que l'héroïne. On n'utilise presque plus le chloral. Les redoutables barbituriques et les médicaments à base de méprobamate, tous ces tranquillisants provoquaient une dépendance très sévère. Aujourd'hui, les médecins prescrivent à leurs patients angoissés des anxiolytiques comme le Valium, le Xanax ou le Lexomil. Des molécules qui s'appellent les benzodiazépines. Chez les malades de l'anxiété, certaines zones du cerveau, comme le striatum et l'hippocampe, se dérèglent. Mais la principale cible des médicaments, c'est l'amygdale, qui déclenche les réflexes de peur et d'anxiété. L'action exacte des benzodiazépines sur les neurones est longtemps restée mystérieuse. C'est Hans Müller, un grand spécialiste de l'anxiété, qui a été le premier à la comprendre. L'anxiété est absolument essentielle pour chacun d'entre nous. Sans elle, nous serions déjà tous morts. Personne ne pourrait traverser la rue. Donc l'anxiété est absolument essentielle. Mais certaines personnes souffrent d'excès d'anxiété. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un faire une crise d'anxiété panique. C'est effrayant. Ces gens sont au restaurant, au bureau ou chez eux. Et soudain, sans aucun déclencheur évident, ils se figent, ils transpirent, le battement de leur cœur augmente, ils pensent que leur dernière heure est venue, ils ne peuvent plus bouger et au bout d'une heure, la crise s'estompe. Chez ces patients, l'anxiété est dévastatrice. Nous devons donc trouver un moyen de les aider. Ce que Hans Müller a découvert, c'est que les benzodiazépines, comme le Valium, agissent sur le système de frein du cerveau, le système du GABA. Dans le cerveau d'un anxieux, le GABA n'arrive pas à ralentir le flux d'informations. C'est ce que font les benzodiazépines, donner un coup de frein à main quand le système s'emballe. Les médicaments agissent comme un servomécanisme dans le frein d'une voiture. Ils stimulent le système de freinage, le système inhibiteur. Les médicaments ne peuvent pas activer le frein. Quand vous conduisez une voiture, vous activez le frein. Mais le servomécanisme rend le frein plus efficace. En temps normal, le GABA stimule ses récepteurs et ralentit la transmission nerveuse. Lorsque les benzodiazépines se fixent sur une petite zone de ces récepteurs, le GABA est encore plus efficace et les messages de l'anxiété sont complètement freinés. Très efficaces, les benzodiazépines. Tellement efficaces que certains ont du mal à s'en passer. Certains patients ont du mal à arrêter le traitement et développent une dépendance. C'est pour cette raison que la durée des traitements aux benzodiazépines est assez courte. On ne devrait pas en prescrire aux patients qui ont déjà rencontré des problèmes de dépendance avec des drogues comme l'alcool. Ils ont beaucoup plus de risques de devenir dépendants aux benzodiazépines. D'ailleurs, avec 80 millions de boîtes par an, les Français sont les plus gros consommateurs au monde d'anxiolytiques. C'est pour résoudre ce problème de dépendance que Hans Müller, exactement comme Brigitte Kiefer, étudie le rôle de chacun de ces récepteurs au GABA.